Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une analyse assez percutante de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Oui, une analyse signée Éric Nolot, tirée d'un extrait vidéo qu'on a pu consulter. Et il n'y va pas de main morte sur ce qu'il décrit comme une transformation du parti. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est donc de décortiquer cette vision très spécifique, comprendre ses arguments sur ce présumé changement de cap, d'électorat, d'objectifs. Exactement. Et on va essayer de rester au plus près de ce qu'il dit dans cet extrait, sans interpréter au-delà. Alors attention, le portrait qu'il dresse, c'est celui d'un parti qui aurait complètement changé de logiciel. Bon, allons-y. Le point de départ de Nolo, c'est quand même une affirmation choc, non? LFI serait devenu, je cite, le premier parti pro-islamiste de France. Oui, c'est très fort comme entrée en matière, et pour lui, ce n'est pas un hasard. Comment il explique ça? Il voit ça comme une stratégie très consciente, calculée même, qui daterait d'après la présidentielle de 2022. Ah oui, quand Mélenchon rate le second tour de peu. C'est ça. Il lui manquait quelque chose comme 400 000 voix, et donc Nolo soutient qu'à ce moment-là, Mélenchon aurait décidé de cibler un nouvel électorat pour combler ce vide. Et cet électorat, c'est... Celui qu'il appelle les banlieues islamisées, c'est son terme. L'idée, c'est d'aller chercher ces voix-là de manière très ciblée. Donc pour Nolo, c'est purement tactique. Pas une évolution idéologique, mais un calcul. Exactement, comme ça qu'il le présente. Un calcul électoraliste, il utilise même le mot démagogique. D'accord. Et il fait un lien d'ailleurs avec une vieille note qu'il attribue au think tank Terra Nova. Ah oui, cette histoire. Voilà, l'idée, selon Nailo qui cite Terra Nova, ça aurait été de dire, bon, la gauche doit lâcher un peu l'électorat ouvrier traditionnel, le prolo, il dit, Mhm. pour se concentrer sur une nouvelle alliance. Les immigrés, les progressistes urbains, ce genre de coalition, quoi. Et c'est là qu'arrive une autre formule choc de Nailo. Oui, celle des idiots utiles de l'islamisme, pour qualifier les membres de LFI. Qu'est-ce qu'il entend par là, précisément? Dans son raisonnement, LFI croit utiliser cet électorat pour gagner des voix, mais en réalité, ce serait cet électorat, ou plutôt ces franges les plus radicales, selon lui, qui finirait par prendre le dessus. Par les bouffées, c'est le mot qu'il emploie. C'est ça. Une vision où LFI serait en quelque sorte dépassée par les forces qu'elle pense manipuler. C'est une lecture, hein. Une lecture qui fait de LFI un instrument potentiel, plus qu'un acteur maître de son jeu. Et pour appuyer cette thèse du changement radical, il s'attarde beaucoup sur Mélenchon lui-même, non? Sur ces contradictions supposées. Ah oui, tout à fait. Il met vraiment en opposition le Mélenchon d'aujourd'hui et celui d'il y a, disons, une dizaine d'années. Il donne des exemples. Oui, il cite 2010. À l'époque, Mélenchon aurait eu des mots très durs contre le voile intégral. Il aurait dit que c'était dégradant et il aurait même affirmé qu'on avait le droit de critiquer l'islam au nom de la laïcité, une laïcité qui semblait alors prioritaire pour lui. Et il y a autre chose. Nous le mentionne aussi une ancienne position de Mélenchon contre l'Iran nucléaire. Position qui, d'après lui, se serait complètement inversée aujourd'hui. Il parle d'un changement à 180 degrés. C'est le terme qu'il utilise, oui. Un revirement total. Et l'unique explication, selon Nolo, ce serait toujours cette stratégie électorale. C'est la seule raison qu'il avance. Ce besoin de séduire ce nouvel électorat qu'il désigne primerait surtout, y compris sur des principes comme la laïcité. Principe fondamental en France, la séparation Église-État, la neutralité. Exactement, ou même l'universalisme républicain. Pour Nolo, ces fondamentaux seraient passés à la trappe. Il va même jusqu'à dire, et c'est très fort, le social ne les intéresse plus chez LFI. Waouh! Et il utilise aussi une citation historique pour décrire l'attitude de Mélenchon, c'est ça? Oui, la phrase attribuée à César, ouais. Je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. Et comment il l'applique ici? Il l'utilise pour expliquer la rupture de Mélenchon avec le Parti socialiste. L'idée, ce serait que Mélenchon a préféré créer son propre mouvement, LFI, pour en être le chef incontesté. Plutôt que numéro 2 ou 3 au PS. Voilà. Quitte à devoir, selon Nolo, adapter radicalement son discours pour attirer cet électorat qu'il appelle de remplacement, plutôt que de rester une figure importante mais pas centrale au PS. C'est intéressant parce qu'il ne décrit pas juste des changements de position. Il tisse vraiment un récit autour d'une intention stratégique très précise. Il va jusqu'à qualifier LFI de parti de l'étranger. Oui. Et ça, c'est une expression particulièrement lourde de sens en France. Ça s'inscrit dans sa thèse que LFI donnerait la priorité à des demandes communautaires séparatistes au détriment de l'intérêt général ou d'une vision universaliste. Donc pour lui, ce n'est pas une évolution, c'est carrément une trahison de ce qu'il considère comme la gauche républicaine. C'est exactement ça. Une trahison des idéaux qu'il associe à cette gauche historique.
Et dans cette histoire qu'il raconte, cette dérive présumée, il identifie des moments charnières, des tournants. Oui, il en pointe deux principaux. Le premier, ce serait la marche contre l'islamophobie de 2019. Ah oui, je me souviens, ça avait fait beaucoup parler. Et Nolo critique très durement la présence de Mélenchon là-bas. Il dit qu'il défilait aux côtés de personnalités qu'il qualifie d'imams intégristes. Pour Nolo, c'était un signe fort, un point de bascule. Impensable, dit-il, quelques années plus tôt, vu le positionnement laïcard qu'il prêtait à Mélenchon en 2010. D'accord, ça c'est 2019. Et le deuxième moment clé, Ce serait juste après la présidentielle de 2022. Face à cet échec de justesse, Mélenchon aurait décidé, selon Nolo, que désormais, tous les moyens seraient bons. une sorte de Rubicon franchi. C'est l'idée. À partir de là, d'après Nolo, la surenchère pour aller chercher ce qu'il appelle très spécifiquement les voix islamistes, il insiste sur ce terme, pas juste musulmane, cette surenchère se serait accélérée, sans plus aucune limite ou retenue. Et dans cette stratégie, post-2022, il met une figure en avant. Rima Hassan. Oui, il la voit comme une formidable ambassadrice de cette nouvelle ligne. Elle incarnerait parfaitement, selon lui, cette volonté de plaire à cet électorat spécifique. Mais les critiques aussi, non? Ah oui, en même temps, il tourne en ridicule les comparaisons qui ont pu être faites entre elles et des figures comme Simone Veil ou Victor Hugo. Pour lui, c'est un exemple typique de ce qu'il appelle l'agit-prop de LFI. Agit-prop, agitation et propagande. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui dans ce contexte? Que LFI serait très forte pour créer des symboles, mettre en avant des personnalités, utiliser des événements pour mobiliser, pour leur propagande. Même si, d'après lui, ça repose sur du vent, sur des choses bidons ou très exagérées. Rima Hassan, ce serait un cas d'école de cette communication politique qu'il dénonce. Au-delà des stratégies et des figures comme ça, Nayo s'intéresse aussi à ce qu'il perçoit comme la culture interne de LFI. Qu'est-ce qui le marque? Plusieurs choses. D'abord, ce qu'il décrit comme une fascination pour la violence révolutionnaire. Ah bon? Comment ça? Il dit qu'il préférerait 1793, la terreur, à 1789 et la Déclaration des droits de l'homme. Et il raconte même, c'est ce qu'il dit, qu'il y aurait un portrait de Lénine dans le salon du couple député Corbière-Garrido. D'accord. Pour lui, ce sont des indices en imaginaire politique tournés vers la rupture violente, vers la révolution. Et il critique aussi leur discours antifasciste. Oui, il le trouve performatif, c'est-à-dire plus joué que réel. Pourquoi? D'abord, il pense qu'il n'y a pas de vrai danger fasciste en France aujourd'hui, donc cet antifascisme serait sans objet concret. Ensuite, il affirme que les militants LFI seraient souvent incapables de définir ce qu'est le fascisme ou l'extrême droite. Du coup, leur combat serait un peu vide de sens, selon lui. Et il fait un lien entre cette rhétorique, cet imaginaire violent qu'il décrit, et un risque de violence réelle, physique. Tout à fait. Il suggère que cette ambiance, cette culture politique, ça peut encourager le passage à l'acte. Il cite un nom, le député Sébastien Delogo. Ah oui, Il le présente comme quelqu'un qui frôle cette limite avec de plus en plus de netteté. Pour Nolo, Delogo incarne une extrême gauche qu'il juge à la fois décérébrée et violente. et il laisse entendre que des figures comme lui pourraient être utilisées par d'autres, plus stratèges dans le parti. Nolo parle aussi d'invitations controversées à l'Assemblée nationale, comme des preuves de lien problématiques. Oui, il donne deux exemples précis pour appuyer cette idée de lien avec des mouvements islamistes, selon ses termes. Premièrement, Thomas Porte, député LFI, qui invite un membre d'un groupe Al-Qoud que Nolo relie à l'Iran. D'accord. Deuxièmement, Ercilia Soudès, autre député LFI, qui reçoit Mariam Aboudaka, une militante palestinienne qu'il associe au FPLP, classée terroriste par l'UE. Et pour Nolo, ce ne sont pas des invitations anodines. Pas du tout. Pour lui, ça vise à notabiliser le terrorisme. Ça ferait de LFI la vitrine de l'islamisme. Et c'est pourquoi il se réjouit de l'annonce d'une commission d'enquête parlementaire sur ces liens présumés. C'est un tableau très à charge des alliances supposées du parti. Comment Nolo voit LFI dans le paysage politique global, surtout à gauche? D'abord, il constate que Mélenchon est devenu la figure dominante, hégémonique, dit-il, à gauche, que l'ancienne gauche social-démocrate est quasi invisible. Pourquoi? Faute de figure forte, médiatique, capable de proposer autre chose face au discours de Mélenchon, selon lui. Mais il voit quand même une division à gauche, une fracture. Ah oui, très nette, surtout au sein du Parti socialiste. Il trace une ligne de séparation très claire. Entre qui et qui? D'un côté, ceux qui acceptent de s'allier avec LFI, comme dans la NUPS, et là, Naoulo utilise un mot extrêmement fort, chargé historiquement, il les appelle les collabos. Il assume ce terme. C'est violent comme terme. Oui. Et de l'autre côté,
Il y a ceux, au PS ou ailleurs à gauche, qui refusent tout net cette alliance avec LFI. Et pourquoi ce refus, d'après lui? Quelle est la raison principale? C'est l'accusation d'antisémitisme qu'il porte contre LFI. Il affirme que le parti est devenu antisémite. Carrément, ouais. Oui, et qu'il utiliserait la haine des Juifs comme un outil pour gagner le pouvoir, justement en visant cet électorat des banlieues islamisées. C'est cette accusation gravissime qui rendrait, selon lui, toute alliance impossible pour une partie de la gauche. Et lui, Nolo, il se situe où dans tout ça? Il se revendique très clairement de ce qu'il appelle la vieille gauche républicaine. Et c'est-à-dire? Celle qui, selon lui, tient encore aux principes que Mélenchon aurait abandonnés. La laïcité, la république, l'universalisme. Il parle même de simple décence. Il espère un peu, sans trop y croire, que cette gauche-là puisse renaître un jour. Mais il avoue ne pas être sûr de l'avenir. Cette analyse du présent est déjà très sombre, mais Naolo se projette aussi dans le futur de LFI. Et là, c'est encore plus radical, non? Ah oui, là, on atteint un autre niveau dans la critique. Sa prédiction est glaçante. Il dit que dans 10 ans, LFI ne sera plus LFI, mais un parti révolutionnaire islamiste. Rien que ça? Sur quoi il base cette prédiction? Il utilise un parallèle historique, la révolution iranienne de 1979. D'accord, quel est le lien? Il rappelle qu'en Iran, au début, les communistes et d'autres groupes de gauche se sont alliés avec les islamistes de Khomeini pour faire tomber le Shah. Oui. Mais une fois au pouvoir, les islamistes se sont retournés contre eux et les ont éliminés. Et Naolo pense que ce schéma pourrait se répéter en France. LFI s'allie avec ce qu'il appelle les forces islamistes pour des raisons électorales, mais à la fin, ce sont ces forces qui prendront le contrôle et écarteront LFI. Il imagine une sorte de purge interne, en quelque sorte, un grand remplacement au sein du parti. C'est exactement ça. Il décrit un scénario où les militants qu'il appelle « racisés » prendraient le pouvoir dans LFI et mettraient de côté les leaders actuels, les blancs ou moitié de blancs. Il utilise ces termes. Oui. Il dit qu'ils en garderaient peut-être quelques-uns en vitrine pour la forme, mais que l'objectif final de ce nouveau leadership serait d'appliquer le programme islamiste qu'il résume par l'imposition de la charia, au moins dans certains territoires en France. C'est une vision d'apocalypse politique. Est-ce qu'il utilise des images pour illustrer cette dynamique qu'il prévoit? Oui, il raconte une scène qui l'a frappé. C'est Rima Hassan qui parle devant Mathilde Panot, à l'époque présidente du groupe LFI, et qui dit que le temps du porte-parole est fini. Et ça lui rappelle quoi? Ça lui rappelle Ceausescu, le dictateur roumain, lors de son dernier discours en 89, le moment où il comprend que la foule se retourne contre lui, que c'est la fin. Ah oui, l'image est forte. Et Nolo dit qu'en regardant Mathilde Panot à ce moment-là, on voyait dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre, peut-être pas tout, mais que quelque chose lui échappait, que son propre avenir était en jeu. Elle serait, dans cette analogie, l'idiote utile parfaite, celle qui ne réalise pas encore qu'elle n'est qu'une étape dans le plan des forces qu'elle aide à monter. C'est saisissant comme parallèle. Pour revenir à la stratégie actuelle de LFI, telle qu'il l'a décrit, il y voit une sorte de double jeu? Exactement. Une stratégie mixte, il dit. D'un côté, LFI joue le jeu électoral classique, on veut gagner des voix, des sièges. Normal pour un parti. Oui, mais en même temps, le parti ferait de l'agite-propre, cette agitation et propagande dont on parlait, et encouragerait activement les tensions, la contestation violente même. Selon lui, il rappelle d'ailleurs les fois où Mélenchon a appelé à tout bordéliser ou tout conflictualiser. Et c'est là qu'il avance une théorie assez surprenante sur ce que LFI voudrait vraiment pour 2027. Oui, c'est peut-être le point le plus étonnant de son analyse. Nolo suggère que LFI, au fond, pourrait secrètement espérer une victoire du Rassemblement national en 2027. Mais pourquoi? C'est contre-intuitif. Sa logique, c'est que si le RN gagne, alors LFI pourra enfin mener la lutte contre le fascisme en temps réel, sur le terrain, dans la rue, dans la confrontation. Donc, réaliser un vieux rêve révolutionnaire serait plus important que de gagner les élections. C'est comme ça que Nolo l'interprète. Ce serait l'accomplissement d'un fantasme de l'extrême gauche, et de Mélenchon en particulier. Le grand soir, la lutte finale contre l'ennemi fasciste désigné. Cette perspective de conflit ouvert serait, selon lui, plus excitante pour LFI que la simple gestion du pouvoir. Ça renforce son idée que cette fascination pour le chaos, pour la violence, est un moteur clé du parti. Bon, si on essaye de résumer cette analyse d'Éric Nolo telle qu'elle ressort de notre source, on a une France insoumise transformée qui aurait sacrifié ses principes pour séduire un électorat spécifique, des banlieues islamisées, avec une stratégie jugée pro-islamiste.
avec au centre un Jean-Luc Mélenchon qui aurait fait un virage à 180 degrés par pur calcul électoraliste. Et des accusations très graves portées par Nolot, antisémitisme, culture de la violence, lien trouble avec l'islamisme. Pour finir sur une prédiction choc, une prise de contrôle islamiste future au sein même du parti qui transformerait les dirigeants actuels en idiots utiles dépassés. C'est une perspective très sombre, très critique. En effet. Et cette exploration de la vision de Nolot, toujours en se basant uniquement sur l'extrait qu'on avait, ça soulève une question qui vient directement de ces mots. S'il parle d'idiots utiles, Oui, où se situe la frontière, dans son analyse à lui, entre ce qu'il décrit comme une tactique électorale purement cynique et une éventuelle adhésion idéologique, même involontaire, même partielle, aux forces que LFI est accusée d'utiliser? bonne question. Est-ce que les idiots utiles le restent toujours ou finissent-ils par croire à ceux qu'ils servent? Exactement. Et comment cette analyse positionne les différentes figures de LFI, les anciens, les nouveaux, comme Rima Hassan, les militants, face à cette dynamique qu'il décrit comme complexe et potentiellement autodestructrice pour eux? C'est une réflexion qui découle assez naturellement de l'examen de cette source très particulière.